Bonjour à tous et bienvenue sur Basic Dev, la chaîne qui vous parle ordinateur et développement. Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler des types de données et si vous n'avez pas vu je vous conseille d'aller voir la vidéo sur les systèmes numériques où je présente déjà les bases des systèmes numériques. Au sommaire dans cette vidéo je vous parlerai de l'adressage mémoire, les données numériques, les dates, les chaînes de caractères, les tableaux et les références. Sans plus attendre, commençons avec l'adressage mémoire. Je vous ai déjà parlé dans les vidéos précédentes de la communication qu'il y avait entre votre processeur et la mémoire. Eh bien, cette communication se fait via les bus. Un bus est un ensemble de fils qui sert à la communication. Un fil étant relié directement à une zone mémoire, elle permet la communication de deux informations. Ainsi, pour un bus à n fils, nous avons 2 puissance n possibilités différentes. Petite parenthèse, pour les mémoires de masse comme les disques durs, c'est le contrôleur DMA qui s'occupe de la communication. Mais ce n'est pas le but de la vidéo, nous allons nous concentrer sur la mémoire vive. Chaque zone mémoire est capable de contenir deux valeurs différentes, 0 ou 1. C'est donc un système booléen. Chaque zone mémoire étant reliée par un fil pour servir de communication, l'ensemble de ces fils forme le bus. Les bus peuvent avoir des tailles différentes allant de 1 à 128. Et il y a deux types de bus, les bus d'adresse et les bus de données. Le bus d'adresse sert à communiquer l'information vers une zone mémoire définie. Le bus de données, quant à lui, sert à lire ou écrire l'information dans cette zone mémoire. Remarquez que dans le bus, j'ai dessiné un fil en bleu, c'est lui qui définit l'opération effectuée, si c'est une lecture ou une écriture. Pour la plupart des ordinateurs que nous utilisons aujourd'hui, il y a deux grands systèmes, le système 32 bits et le système 64 bits. Et cela correspond à la largeur du bus qu'un processeur est capable de gérer. Petite comparaison entre les deux systèmes. Pour un système 32 bits, nous avons 2 puissance 32 possibilités différentes. Et pour le système 64 bits, nous avons 2 puissance 64 possibilités. Et cela correspond respectivement à une gestion de 4 gigabits de données pour les 32 bits et de 18 exibits de données pour les 64 bits. Cela revient à dire que théoriquement, un processeur 64 bits est capable de gérer une mémoire de 18 milliards de tbits de données. Inutile de vous dire que, en pratique, les processeurs ne vont pas jusque-là. Pour la petite histoire, chez Microsoft, Windows Server 2012 édition standard et data center, les Windows Storage et les Hyper-V serveurs sont les seuls capables de gérer jusqu'à 4 tbits. Ce qui est somme toute raisonnable quand on voit qu'on utilise en moyenne 4 ou 8 gigabits de notre côté. Parlons à présent des données numériques et commençons directement par les entiers. Dans les entiers, nous avons deux types différents, les signés et les non signés. Un entier non signé est un entier strictement positif et voyons ensemble les plus utilisés. Nous avons vu précédemment le booléen à 1 bit. Ici, nous pouvons ajouter l'octet à 8 bits avec des valeurs de 0 à 255, les entiers 16 bits de 0 à 65 535, les longs à 32 bits de 0 à 4,3 milliards à peu près et les doubles, rarement appelés aussi long de 64 bits allant de 0 à 18 milliards de milliards. En ce qui concerne les nombres signés, donc à savoir les nombres positifs et négatifs, on voit que pour l'octet, nous avons des valeurs comprises entre moins 128 à 127. Petite explication et voyons voir ce qui se passe en mémoire. Si je prends un nibble de 4 bits, nous allons utiliser le bit de poids fort pour désigner le signe positif ou négatif. 0 dans le cas d'un positif et 1 dans le cas du négatif. À ce moment-là, la valeur maximale que peut atteindre un nibble n'est plus de 2 puissance 3 puisque le bit de poids fort est maintenant décalé d'un rang vers la droite et la valeur maximale est maintenant de 2 puissance 2. Nous avons donc divisé par 2 la valeur maximale possible qui était de 256 et nous passons à 128. De moins 128 à 0 non inclus pour les nombres négatifs et de 0 à 127 pour les nombres positifs. Il va donc en être de même pour les autres types de données comme l'entier qui passera de moins 32 768 à 32 767, pour les longs de moins 2,15 à 2,15 milliards et pour les doubles de moins 9 à 9 milliards de milliards. Attention, je rappelle, ici je parle bien de la valeur du nombre que l'on peut mettre dans ce type de données et non la taille qu'il va prendre en mémoire. Allons un peu plus loin et regardons les nombres décimaux. Alors je ne vais pas vous faire l'historique de toutes les manières d'écrire des nombres décimaux, je vais commencer à partir de la norme IEEE 754. Nous avons donc deux manières de coder une donnée numérique décimale.
à virgule fixe et à virgule flottante. Pour un nombre à virgule fixe, ce n'est pas bien compliqué, nous prenons un nombre et nous pouvons coder sa position dans ce nombre. Nous avons donc deux valeurs en mémoire, la première représentant le nombre et la deuxième représentant la position de la virgule dans ce nombre. Pour les virgules flottantes, c'est un peu plus compliqué. Nous la représentons par la formule S fois M fois B puissance E, où S représente le signe et a comme valeur 1 ou moins 1, M représente la mantis, en général on la représente avec la virgule juste derrière la première unité, et nous avons B qui est la base que nous utilisons pour définir ce nombre. Rappelez-vous qu'un nombre peut être écrit sous n'importe quelle base, en base 2, base 10, base 12, etc. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à élever la base à une certaine puissance pour connaître la position de la virgule. Exemple, 10 puissance 3 vaut 1000, ce qui veut dire que la virgule doit être décalée de 3 rangs à droite. 10 puissance moins 2 vaut 1 sur 100, c'est-à-dire que la virgule doit être décalée de 2 rangs sur la gauche. Voyons maintenant la taille que peut avoir un nombre du point de vue de la virgule fixe et du point de vue de la virgule flottante. Pour la virgule fixe, le nombre le plus petit est quand la virgule se trouve en première position ou à la position 0. En effet, même s'il est obligatoire d'écrire le 0 non significatif au niveau des unités, l'ordinateur le sait et n'est pas obligé de le retenir en mémoire. Et pour le nombre le plus grand, c'est quand la virgule se trouve à droite en dernière position par rapport à ce nombre. Au niveau de la virgule flottante, c'est un peu différent. Nous allons toujours écrire la mantis avec la virgule en seconde position, donc juste après l'unité, et cette fois il faudra coder la base et l'exposant pour définir des nombres vraiment très petits et très grands par rapport à la virgule fixe. Cette manière de coder les nombres décimaux est très utilisée car elle permet vraiment d'avoir une fourchette très grande entre les nombres négatifs et nombres positifs possibles que nous pouvons utiliser. Il y a toutefois des défauts avec cette méthode, entre autres au niveau de la mémoire. Ce n'est pas très important actuellement, mais il faut quand même savoir qu'il faut coder l'exposant et la base, en plus de la mantis. Et si je veux par exemple un exposant allant de moins 128 à 127, il me faut déjà un octet pour pouvoir le coder. Le deuxième problème, et qui n'est pas des moindres, c'est la précision. En effet, la mantis n'est pas extensible à l'infini, et donc il arrivera un moment donné où vous allez perdre des informations et donc de la précision. Un exemple, si vous soustrayez deux nombres qui sont vraiment très proches, vous allez perdre de la précision et vous allez avoir un nombre arrondi. C'est ce qu'on appelle le phénomène de cancellation. À côté de ça, vous pouvez également rencontrer d'autres problèmes comme l'overflow. L'overflow qui intervient lorsque le nombre est arrondi par le système et que ce nombre dépasse la capacité du type de données. À l'inverse, l'underflow, c'est quand la capacité dépasse la valeur minimum possible pour ce type de données. Notez également que ces nombres ne sont pas associatifs. Dans l'exemple suivant, 2 puissance 60 plus 1 moins 2 puissance 60 donnera 0, car 2 puissance 60 plus 1 ne peuvent pas être représentés en mémoire et donc va être arrondi à 2 puissance 60. Entre parenthèses, si un jour vous entendez parler de flops, c'est un terme utilisé pour définir la vitesse à laquelle un processeur peut calculer des nombres à virgule flottante. Fin de la parenthèse, maintenant parlons des précisions. Nous avons les simples précisions et les doubles précisions pour des nombres décimaux. Prenons l'exemple d'un double réel. Que ce soit en simple ou en double précision, le signe peut être codé sur un bit. Par contre, au niveau de l'exposant, nous aurons pour la simple précision de 11 bits et plus, et pour le double précision 15 bits et plus. Et pour la mantis, en simple précision de 32 bits et plus, et pour le double précision de 64 bits et plus pour coder le nombre. Voilà qui termine le chapitre sur les nombres numériques. Nous allons maintenant parler des dates. Pour coder une date, nous avons plusieurs manières de le faire, avec la date et avec l'heure. Et pour cela, il y a aussi différents types de données, comme le type date, datetime, timestamp et bien d'autres. Mais pour bien définir tout ça, je dois vous parler de la norme POSIX. Cette norme définit la seconde comme unité de temps et c'est le nombre de secondes passées depuis le 1er janvier 1970 à minuit jusqu'à la date que vous voulez encoder. À côté de cela, vous avez la norme Unix, donc basée sur la norme POSIX, qui compte également le nombre de secondes qui sont passées, mais cette fois-ci à partir du 13 décembre 1901 à 20h45 52 secondes. Cette dernière
peut poser problème, et notamment sur les machines 32 bits signés. Si la valeur négative la plus petite représente le 13 décembre 1901, la valeur 0 représente 1970 le 1er janvier, la valeur la plus élevée possible est le 19 janvier 2038 à 3h14:07 du matin. Ainsi, dans l'animation que je vous présente, vous voyez très bien qu'à partir d'un certain moment, dès que cette date est atteinte, cela devient un nombre négatif puisque le bit, le poids le plus fort, signe le nombre comme étant un nombre négatif et donc la date revient à 1901. Alors je vous rassure tout de suite, d'ici là, à mon avis, toutes les machines seront minimum en 64 bits signés et là nous pourrons aller jusqu'à 292 milliards d'années, ce qui est loin d'être l'espérance de vie de la planète. Différentes normes sont utilisées pour définir le temps qui passe, comme par exemple le GMT, le temps moyen de Greenwich, qui est des définitions plus ou moins ambiguës et donc actuellement c'est surtout au niveau administratif que cette norme est utilisée. Ensuite vient l'UT, donc le temps universel, ayant comme base le temps moyen d'une journée. Le problème, c'est que la journée est basée sur le temps que met la Terre pour faire un tour sur elle-même. Et nous savons à l'heure actuelle que ce temps n'est pas constant et qu'il y a des ralentissements, des accélérations, mais plus des ralentissements. Ces variations sont minimes, mais à terme, il peut y avoir de grandes différences. Ce qui nous amène au TAI, le temps atomique international, qui définit la seconde comme étant une valeur fixe. Et donc, la seconde n'est plus une fraction d'une journée, mais la journée est un certain nombre de secondes bien définies. Et tout cela nous amène à l'UTC, donc le temps universel coordonné, qui est en fait la synthèse entre le système UT et TAI. Et c'est par ce système que l'on vérifie la journée dans l'UT et une journée dans le TAI. Si la différence est plus grande que 0,9 secondes, à ce moment-là, on ajoute ou on retire une seconde à la journée. Si vous voulez plus de précision, je vous conseille d'aller faire une recherche sur la norme internationale ISO 8601. Nous pouvons maintenant passer aux chaînes de caractères, mais avant, voyons ensemble ce qu'est un caractère. Petit rappel des vidéos précédentes, un caractère est codé numériquement, donc il y a des tables de correspondance, comme par exemple la table ASCII, la table ISO 8859 ou la table Unicode. La table ASCII codée sur 7 bits, la table ISO sur 8 bits et l'Unicode sur 16 bits. Et dans plusieurs langages de programmation, le caractère, char en anglais, est souvent lié à l'entier integer. Et donc nous pouvons définir la chaîne, string en anglais, comme étant une suite de caractères. La taille de cette chaîne étant variable, il y a deux manières de définir la taille d'une chaîne de caractères en mémoire. La première étant de coder cette taille en début de chaîne, et la seconde étant d'insérer un caractère de fin pour définir la fin de la chaîne de caractères. En programmation, il y a plusieurs manières de définir une chaîne de caractères. String, str, pointeur de caractères, tableau de caractères, varchar, etc. Pour définir la valeur d'une chaîne de caractères, on les entoure par un caractère bien spécifique, les plus utilisés étant les guillemets et les apostrophes. Le premier caractère définissant le début de la chaîne et le deuxième définissant la fin de la chaîne. Il est donc utile, si l'on veut insérer ce caractère dans la chaîne de caractères, d'utiliser un caractère d'échappement. Le plus utilisé est le backslash qui spécifie au système, dès qu'il rencontre le backslash, que le caractère suivant doit être interprété. Et dans ce cas, il doit être interprété comme un caractère de la chaîne. Passons maintenant au gros morceau, les tableaux. Alors tableau, array en anglais, est une structure de données, donc un ensemble d'éléments ordonnés. Et cette structure peut avoir une ou plusieurs dimensions, ces dimensions étant définies ou dynamiques. Pour des raisons de facilité, je ne vais pas vous parler pour le moment de dimensions dynamiques. Nous allons juste utiliser les dimensions définies dès le départ. Les données d'un tableau sont donc mises en mémoire et elles sont mises les unes à côté des autres. Et quand nous avons un tableau à une dimension, nous appelons ça un vecteur. Et un tableau à deux dimensions, une matrice. Pour les langages de programmation de bas niveau, il était important d'utiliser des tableaux avec les mêmes types de données. Mais actuellement, avec les langages de haut niveau, nous pouvons utiliser des données de différents types. Encore une fois, ne nous compliquons pas la vie et nous allons expliquer, comme pour les bas niveaux, des tables avec des types de données totalement uniques. Alors, comment ça se passe en mémoire? Au niveau de l'adressage, si on prend par exemple un système 32 bits, je n'ai pas vraiment l'intention de vous définir des adresses mémoire avec 32 0 et 1. Je préfère donc utiliser 4 bytes qui peuvent être codés en hexadécimal pour donner des exemples de zones mémoire.
Je prends par exemple un élément de mémoire qui est à la position D1 46 0C F8. Je rappelle que le 0 est totalement différent du O en majuscule. En hexadécimal, la lettre la plus haute est le F. Et c'est aussi pourquoi, dans les normalisations, on refuse le O majuscule pour représenter quelque chose, pour ne pas, justement, le confondre avec le 0. C'est pourquoi octet est représenté par un O minuscule et non pas majuscule. Donc, dans notre tableau, cette zone mémoire représente le premier bit de la première valeur de notre tableau. Ainsi, nous pouvons dire que la première valeur du tableau, qui est un byte, peut être lue à partir de cette zone mémoire. Connaissant la zone mémoire de début du tableau et connaissant la taille de chaque élément, nous pouvons donc définir que la deuxième valeur pourra être atteinte à D1 46 0D00, c'est-à-dire 8 bits plus loin. Il est alors facile de déduire chaque position de chaque valeur du tableau. Voilà le minimum à connaître sur les tableaux. Nous pouvons maintenant passer aux références et pour cela, je vais passer avec les tableaux à 2 dimensions, les matrices. Voici un exemple de matrice et voyons ensemble comment décortiquer les informations. Nous avons un tableau de 5 par 5 et nous savons que les tableaux sont définis par le premier bit de la première valeur du tableau. Par contre, nous ne connaissons pas la taille des valeurs qui se trouvent dans ces zones mémoire. Mais si on y regarde de plus près, on voit que la première valeur dans cette zone mémoire est en fait une référence à un autre vecteur, et que la matrice peut être définie comme étant un vecteur de vecteurs, à savoir un tableau à une dimension qui reprend les références d'un autre tableau à une dimension. Et puisque cette valeur est une référence mémoire, nous connaissons la taille, elle est de 4 octets. Et nous pouvons maintenant déduire la valeur des autres références des éléments du premier vecteur du tableau. Notez que si pour un vecteur, toutes les valeurs doivent être contiguës en mémoire, il n'en va pas de même pour les références. On peut très bien référencer un vecteur qui se trouve à des lieux de la zone où nous nous trouvons pour le premier vecteur. Mais les données pointées par cette référence est un vecteur, ce qui veut dire que toutes les données devront être contiguës à partir de cette référence, et ceci pour chaque vecteur. Ceci termine cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux comme Facebook, Twitter, Google+. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez son contenu et à partager au plus grand nombre. Peut-être qu'autour de vous, vous trouverez d'autres personnes qui sont intéressées. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.